Bonjour. Donc, dans ce cours, nous allons nous intéresser aux tableaux et aux objets d'une manière générale. Et dans un premier temps, nous allons voir un peu les tableaux et les différentes méthodes qui sont très utilisées. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons voir un peu les objets et puis comment créer des objets, comment instancier, créer des classes et les instancier à l'aide de JavaScript. Alors pour commencer, donc ici nous allons nous baser au niveau de ce cours d'un exemple. J'ai pris ici un panier et je suppose que dans un autre site, nous avons un site de commerce électronique et chaque fois qu'un client ajoute des produits dans son panier, donc ils sont représentés derrière par un tableau JavaScript. Et donc ici, j'ai un tableau qui contient 6 éléments et chaque élément, c'est un produit qui a été ajouté dans le panier. Donc la représentation du produit ici, ça va être un objet et la représentation de l'ensemble, c'est un tableau d'objets. Et voilà, donc ici, pour commencer, donc nous allons voir un peu des généralités sur les tableaux. Et pour ça, donc nous allons faire ça directement, très rapidement, sur le browser directement. Et donc, je lance ici avec F12 le, la console et je vais commencer à créer mon premier tableau, tab. Je vais l'appeler tab et je vais utiliser le constructeur de la classe array. Et là, je vais créer un tableau avec ça, donc en appelant new array. Donc ici, si je lui dis tab, il va me retourner un tableau qui contient, ici dans cette représentation, 6 éléments qui sont vides. Si vous recréez un tableau sans passer de paramètres, il va vous créer un tableau vide, carrément vide. Mais ici, il y a 6 cellules qui sont vides. Par contre, si vous donnez plusieurs valeurs, il va vous ajouter donc dans votre tableau. Directement, il va initialiser votre tableau avec ces valeurs. Alors ici, j'utilise les nombres, mais vous pouvez utiliser n'importe quel nom ou n'importe quel type valide JavaScript. Donc, vous pouvez aussi ajouter, si vous voulez, des objets. Là, je vais ajouter un objet vide. Et donc, si je dis tab, et donc on peut mettre dans notre tableau tout ce qu'on veut. C'est un sac. Hein. Un tableau, c'est un sac. Et on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Alors, la première propriété à connaître du tableau, c'est la propriété length, qui nous indique le nombre d'éléments qu'on a dans notre tableau. Alors après, donc ici, dans notre tableau, donc quelles sont les méthodes? Donc bien sûr, tab, si je fais type of la variable tab, il va me dire qu'il s'agit d'un objet. Et puis donc si vous tapez tab point, il va vous donner un ensemble de propriétés et de méthodes. Pour la plupart, c'est des méthodes qui vont vous permettre de faire des traitements par rapport aux données que vous avez dans le tableau. Alors, nous allons essayer de voir plusieurs de ces méthodes et nous allons essayer de voir comment les implémenter et les utiliser par rapport à, enfin, pas les implémenter juste pour comprendre leur fonctionnement. Et puis, pour commencer, donc, nous allons voir quelques méthodes qui sont très importantes à connaître et fondamentales. Par exemple, la méthode push. La méthode push, ça permet d'ajouter un élément à la fin de mon tableau. Donc, je vais recréer mon tableau pour qu'il soit plus simple. Donc, alors, avant de passer à ça, donc, on peut créer notre tableau comme ça, 6, 9. Et donc, on appelle ça la notation littérale. Donc, je vais créer mon tableau directement en utilisant les crochets et en mettant les valeurs dedans. Donc, si je fais tab, donc ici, mon tableau contient les nombres 6, 9, 90 et moins 6. Et donc, au lieu d'utiliser New Array, donc quand vous créez des tableaux, c'est plus clair d'utiliser la notation littérale, comme c'est le cas ici. Alors maintenant, donc, si j'utilise la méthode comme on a dit tout à l'heure, tab.push,
ça va me permettre d'ajouter des éléments, donc un élément à la fin de la liste. Et donc ici, si je fais tab, maintenant on va trouver qu'il a ajouté le 55 à la fin. Et donc push fondamental, donc elle va permettre d'ajouter un élément à la fin du tableau. Et l'élément, ça peut être n'importe quel élément valide, type valide JavaScript. Si je veux ajouter dans le début du tableau, j'utilise tab.1shift et donc une autre méthode, donc ici pour ajouter des éléments, là je vais ajouter 88 au début. Le nombre qui est retourné ici, c'est la taille du tableau. Donc si je fais tab, ici le 88 que je viens d'ajouter, il est ajouté au début. Donc on peut ajouter des éléments à la fin, on peut les ajouter au début, mais aussi on peut supprimer un élément de la fin et aussi on peut le supprimer du début. Donc si je veux supprimer un élément de la fin, donc je peux le récupérer par x égale tab.pop, on appelle la méthode pop sans donner de paramètres. Et qu'est-ce qu'elle va faire pop? Il va récupérer le dernier élément qui est dans le tableau, mais en même temps il va le supprimer du tableau. Et donc, si vous utilisez pop avec push, vous avez ce qu'on appelle les piles, les fils, les piles, oui. Donc, les piles, les steaks. Et donc, vous ajoutez des éléments à la fin et après, donc, vous pouvez les supprimer de la fin. Et puis, si vous voulez supprimer un élément du début, donc ici, var y égale, je vais récupérer le premier élément tout en le supprimant. Donc, je fais tab.shift au lieu d'un shift. Et donc là, ça va me permettre de supprimer l'élément au début de mon tableau, c'est 88. Et si je fais maintenant tab, je vais avoir donc le 88 qui est supprimé. Grosso modo, donc ce sont les méthodes les plus importantes. Alors après, bien sûr, si vous avez un tableau, la plupart du temps, vous allez vouloir le parcourir. Et donc pour le parcourir, vous allez faire des boucles. For i égale à 0, i doit rester inférieur à la taille du tableau, c'est tab.length. Et après, donc il faudrait incrémenter le i. Et pas grand chose, on va faire juste console.log et on va loguer le tab de i. Donc là, ça me permet d'accéder le i au ième élément. Et là, je ferme ma boucle et je l'exécute. Et donc 6, 9, 90, moins 6. Bien sûr, mon tableau, donc si je veux modifier l'une des valeurs ici de mon tableau, si je veux modifier le premier élément, donc je fais tab et j'utilise les crochets, donc de 0. Et là, j'accède au premier élément et là, je vais mettre 777. Si je fais tab, là, je peux accéder toujours aux modifications aux différents éléments. Alors, donc là, on arrive à ajouter à la fin, à supprimer de la fin, et de la fin, donc ça nous permet de créer des piles. Aussi, donc on peut ajouter au début et supprimer du début, c'est toujours des piles. Mais on peut ajouter au début et supprimer de la fin, c'est une file. Ou ajouter à la fin et supprimer au début, c'est toujours encore une file. Donc vous avez les méthodes pop et push pour la fin, et shift et unshift pour le début. Après, donc si je veux supprimer un élément à l'intérieur de mon tableau, ou un ou plusieurs éléments à l'intérieur du tableau, supposons qu'on veut supprimer le 9 que j'ai ici, l'indice ici c'est 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Donc pour supprimer cet élément, tab. Vous avez la méthode qui s'appelle splice. Et la méthode splice, vous lui donnez ici l'indice de l'élément que vous voulez supprimer. Donc là, je vais supprimer l'élément de l'indice 1, c'est-à-dire l'élément qui vient, alors l'élément 9 ici. Et combien d'éléments je veux supprimer? Bien, je veux supprimer un seul élément, ou vous pouvez mettre deux si vous voulez. Et bien sûr, donc on va voir que donc, quand vous supprimez des éléments avec splice, ça va vous retourner un tableau des éléments qui ont été supprimés. Et donc j'ai supprimé le 9 et le 99, ça va me retourner ça sous la forme d'un tableau. Et si je reviens à mon tableau tab, on va voir que les deux éléments ont été supprimés. Donc voilà grosso modo ce qui est vraiment très utilisé au niveau des tableaux. Mais donc maintenant, deuxième des choses, on va voir grosso modo c'est quoi les objets, parce qu'on va les utiliser. Et donc ici, pour créer un objet, c'est vraiment très simple. Donc je vais insister pour le moment sur la notation littérale. Et donc je vais créer un premier objet égal.
Et donc, pour créer un objet, vous pouvez faire donc des choses comme ça, virgule, B, deux points, j'insiste un peu sur juste les nombres, mais vous pouvez mettre ici, au lieu de 78, vous pouvez mettre une chaîne de caractères ou un tableau, ce que vous voulez. Mais mon objet, il est constitué de quoi? Des clés et des valeurs. Virgule, clé, valeur, clé, valeur. Et donc, si je veux accéder au premier élément, c'est O.A. Et si je veux accéder au deuxième élément, c'est O.B. Ça, c'est la première manière pour accéder. Je peux accéder au premier élément en écrivant ça, de A. Et pour l'élément B, en écrivant ça. Et donc, je peux utiliser la clé, mais là, il faudrait utiliser, donc les codes pour la clé. Mais donc, alors, mon tableau, il est toujours, mon objet, pardon, il est toujours, c'est un objet dynamique. Donc, je peux toujours accéder à un élément et le modifier. Et donc, si je reviens vers mon objet, on va voir que là, j'ai modifié, j'ai mis 56 au lieu de 78. Je peux en ajouter d'autres. Et donc, on n'est pas limité à des clés qui sont chaînes de caractères. Vous pouvez mettre une clé qui est un nombre. Et donc là, je vais ajouter un nombre. Et si je reviens vers mon objet, et donc vous voyez que j'ai ici la clé 0 qui a la valeur 67 898. Donc les tableaux, c'est une structure dynamique qui ressemble un peu à un dictionnaire. Et donc vous avez des clés et des valeurs. Les clés, ça peut être des chaînes de... la plupart du temps, c'est des chaînes de caractères. Et la valeur, ça peut être n'importe quel type valide JavaScript, y compris des objets. Et la clé aussi peut être un nombre, donc comme je viens de le montrer ici. Maintenant, les tableaux, comme on a dit, c'est une structure. On peut aussi parcourir à l'aide d'une boucle for. Mais ici, donc, on va parcourir un tableau en utilisant la structure for in. Et donc ici, mon tableau, il s'appelle O. Je le parcours et donc pour chaque tour de boucle, je vais faire console.log et je vais loguer. Alors ici, chaque tour de boucle, je vais avoir le atr, ça va être l'attribut. Et la valeur ici, ça va être O de l'attribut. Et donc je vais afficher donc alors à la fois l'attribut et virgule, et je vais afficher une chaîne de caractères, virgule, et je vais afficher la valeur. Donc ici, O de atr. Et donc ici, O de atr, ici atr, c'est l'aspect dynamique que ça confère aux objets. Alors ici, j'ai oublié la parenthèse ici. Et puis, je dois fermer la structure. Et voilà. Donc ici, j'ai parcouru mon objet. Il contient 3 clés. La clé 0, la clé A, la clé P. Et pour chaque clé, voici sa valeur. Et donc, vous pouvez parcourir un tableau. Comme vous pouvez parcourir un tableau et le remplir dynamiquement. Donc, je peux faire par exemple des choses comme ça. For i égale 0, point virgule i doit rester inférieur à 1000, point virgule et plus plus. Et je vais vers mon tableau qui s'appelle O. Et je vais mettre ici O de atr underscore plus i. Et là, je vais voir un attribut dynamique ici, égal. Donc ici, je vais mettre i fois i. Donc i au carré, point virgule, et je ferme ma structure et je fais ça. Et quand je lui dis O, vous allez voir que mon O ici va avoir 1000. Donc j'ai ajouté dynamiquement ces attributs. Donc ça, c'est vraiment, ça va donner beaucoup de puissance à l'utilisation des tableaux, des objets en général, donc au niveau de JavaScript. Et donc il faut retenir que ces objets, la plupart du temps, ça va être des hashtables, c'est des dictionnaires. Donc voilà grosso modo pour les objets. Donc ici pour mes objets, donc je mets comme valeur des nombres, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on peut mettre des nombres, tout ce qu'on veut. Alors maintenant, nous allons revenir à notre objet ici, panier. Et donc si j'écris ici panier, panier c'est un objet, c'est un tableau, pardon, qui contient plusieurs objets.
Si je veux accéder au premier élément de mon tableau panier, donc je fais panier de 0. Et donc là, j'accède à cet élément. Si je veux accéder à la référence, donc je fais .ref et donc là, j'accède à la référence. Si je veux, donc alors la plupart du temps, on va faire des traitements. Par exemple, ici dans mon tableau, quels sont les traitements qu'on va vouloir faire? Par exemple, je veux faire le calcul, le total à payer de cette facture, c'est-à-dire faire le produit de ça fois ça et faire la somme des produits de prix fois la quantité. Et donc, alors pour faire ça, donc vous allez imaginer faire des boucles. Et donc faire une boucle sur ça, et puis pour chaque, je déclare une variable initiale totale, et chaque fois je vais ajouter le produit du prix fois la quantité, et voilà. Mais il faut savoir qu'au niveau de JavaScript, on a plein de méthodes, et ces méthodes ils sont vraiment très très intéressantes qui nous permettent de faire des boucles. Alors la boucle fondamentale qu'on fait avec JavaScript, c'est i égale 0. I doit rester inférieur à mon tableau ici, c'est panier.length, la taille du tableau, et je fais i++. Et chaque tour de boucle, je fais par exemple juste console.log. Alors je vais loguer ici l'objet lui-même que je suis en train de parcourir. Ici c'est panier de i. Et donc si je reviens ici, on va voir les différents objets qui ont été logués. Et donc, si je fais ici i, l'indice de boucle, je l'affiche au début. Voilà, donc alors on peut faire ça. Mais au niveau de JavaScript, nous avons une méthode qui s'appelle, pour mon tableau ici, panier, pour n'importe quel tableau, bien sûr, vous avez une méthode qui s'appelle for-each. Et la méthode for-each, il vous permet de faire une boucle sur tous les éléments. Et pour chacune de ces boucles, vous allez appliquer une fonction, ce qu'on appelle une callback. Et donc ici, je lui dis, donc ici avec la méthode for-each, je lui dis d'appeler ma fonction que je vais passer ici, de l'appeler pour chacun des éléments. Donc si je fais ici, donc je vais commenter cette boucle, cette première boucle, pour ne pas voir son effet. Et ici, je vais créer ma callback function cb, et ma fonction cb dans un function cb, et ma fonction cp, qu'est-ce qu'elle va faire? On va faire juste console.log cp code. Et donc si je reviens ici, on va voir que ma fonction a été appelée 6 fois. Mais bien sûr, donc elle a été appelée pour chacun des éléments qu'il y a dans mon tableau. Mais moi, ce que je veux qu'il m'affiche, c'est les éléments qu'il y a dans le tableau. La fonction cp, je la passe à for-each. Et donc, c'est pas moi qui vais appeler la fonction cp. C'est l'implémentation de for-each qui va appeler cp à l'intérieur. Et donc, il faut savoir que quand la fonction cp est appelée, ici, elle va m'injecter l'élément courant dans la boucle. Et donc ici, si j'ajoute ici le E, on va voir que chaque appel de cette fonction, ça va m'afficher l'élément courant. Et donc ici, cp called, et puis vous avez l'élément. Et puis pareil, donc ici, on peut ajouter ici virgule i. La fonction, elle est appelée, et à chaque fois, donc il faut enregistrer, à chaque fois, on va avoir le i qui va, alors c'est où? Donc il faudrait que je le log, virgule i. Et donc, on va voir l'indice ici de l'élément dans le tableau qui va être affiché. Et donc, ici, le troisième élément, ici, c'est le tableau lui-même. Donc, vous pouvez mettre n'importe, hein, je vais l'appeler ici X. Le troisième paramètre, parce que de toute façon, c'est pas moi qui vais appeler la fonction cp, je vais pas l'appeler manuellement. Je vais tout simplement la passer à for-each, et c'est for-each qui va appeler ça pour moi. Et donc, elle, la fonction for-each à l'intérieur, dans son implémentation, quand elle va appeler ma fonction à moi cp, elle va m'injecter comme paramètre l'élément, l'indice et la totalité du tableau. Et donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, pour chaque appel ici, chaque tour de boucle, ça va m'envoyer l'élément, ça va m'envoyer son indice et ça va m'envoyer le tableau
dans sa totalité. Alors, la plupart des étudiants ici, ils sont un peu déroutés par rapport à ce qu'on vient de faire ici, panier point for each, ici, donc la méthode for each. Et donc cette méthode, donc nous allons l'implémenter pour voir un peu comment il est implémenté au niveau de JavaScript. Eh bien, la fonction, elle est implémentée au niveau de l'objet array. Et donc, pour implémenter, ajouter des fonctionnalités ou des méthodes à un objet existant, par exemple ici panier, ou un objet que vous créez vous-même. Et donc, ici, au niveau de JavaScript, on utilise ce qu'on appelle le prototype. Donc, ici, donc, on fait abstraction. Et il faut, pour étendre un objet, ajouter une méthode, donc il faut écrire app.prototype. Et ici, vous donnez le nom à votre fonction, bien sûr, la fonction que vous voulez créer, et puis là, vous allez l'implémenter. Et donc, ma fonction, par exemple, comme on a fait tout à l'heure, elle doit admettre une callback. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va appeler ma fonction, quand il va écrire mon tableau ici, c'est panier, point each, il doit me passer ici une callback. Il doit passer une callback, c'est-à-dire il doit me passer une fonction. Et je vais faire une fonction ici minimale qui fait rien du tout. Voilà, il doit me passer une fonction comme ça. Alors, bien sûr, donc pourquoi il me fait function encore une fois? Function. Et donc, l'utilisateur, il doit me passer une fonction. Bien sûr, la fonction ici, il ne fait rien. Mais cette fonction, elle va être appelée à l'intérieur de each. Donc, alors, à l'intérieur de ma nouvelle méthode ici, il faut savoir que je suis à l'intérieur maintenant de l'objet array. Et si je dis this quelque part, ça veut dire que je fais référence à l'objet courant. Et cet objet courant, ça va être un array. Donc, si je suis à l'intérieur du panier, this, ça va représenter le panier. Donc, ça va représenter les données que nous avons ici. Et donc, alors, qu'est-ce qu'elle fait for each? Eh bien, elle fait exactement une boucle comme la boucle qu'on vient de voir ici. Et donc, je vais tout simplement la copier, cette boucle. CTRL-C, et je vais la faire ici à l'intérieur. Et je vais la décommenter. Alors, la boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Et donc, ici, il va parcourir tous les éléments du tableau courant. Mais le tableau courant, maintenant, il n'est plus référencé par panier, mais le tableau courant va être référencé par this. Et au lieu de faire ici console.log, l'utilisateur, lui, il va nous donner sa fonction, comme c'est le cas ici. J'ai donné une fonction qui ne fait rien du tout. Et ici, on va appeler sa fonction pour chacun des éléments. Donc, j'appelle sa fonction ici. Et je dois lui passer dans l'ordre l'élément courant. L'élément courant, c'est this de i. Et l'indice, c'est l'indice de la boucle i. Et le tableau tout entier, c'est this. Et donc, si j'appelle ma fonction comme on avait fait tout à l'heure ici, j'ai fait ça console.log, je vais copier ça, CTRL-C, et je vais faire ça ici. Et ici, bien sûr, il faudrait que je passe E, I, X. Et si on essaye ça, vous allez voir qu'on va voir exactement le même résultat. Et bien sûr, donc ici, il y en a qui ne vont pas être convaincus. Je vais mettre ça en majuscule pour que vous voyez le CP qui est devenu en majuscule. Donc là, on a fait l'implémentation de each. Bien sûr, each, ça n'existe pas. Hein. Donc ici, si je commente ici, il va me dire que each is not a function. Ça veut dire pour lui, il ne connaît pas each. Donc voilà, donc pour l'implémentation, donc bien sûr, vous n'allez pas utiliser, vous n'allez pas créer each parce que ça existe. Et donc au lieu de each, vous allez mettre ici for each. Et donc là, ça va fonctionner exactement comme tout à l'heure. Mais j'espère que vous avez compris, en faisant l'implémentation ici, for each, c'est tout simplement, en interne, il va faire tout simplement une boucle. Et vous lui passez une fonction et il va appeler pour vous, votre fonction, il va l'appeler pour chacun des éléments du tableau. Alors voilà pour for each. Et puis, bien sûr, donc, il y a de la documentation, donc il faut aller à MDN for each. Et donc, pour la documentation de MDN for each,
La méthode forEach permet d'exécuter une fonction donnée sur chacun des éléments du tableau. C'est ce qu'on vient de montrer. Et donc, on lui passe une callback. Et la callback que vous lui passez, c'est à l'intérieur de forEach qu'on va appeler votre callback. Et donc, les paramètres de cette callback, les paramètres, le premier paramètre, c'est la valeur courante, l'élément courant. Le deuxième, c'est l'indice. Et le troisième, c'est le array. C'est le tableau dans sa totalité. Le deuxième paramètre, donc deuxième version que vous pouvez faire, vous pouvez ajouter un deuxième paramètre si vous voulez, c'est le mot-clé this. Et là, quand je définis ma fonction à moi ici, cette fonction ici, là, je vais la sortir et je vais l'appeler ici f. Et donc ma fonction f, je la colle ici et je l'appelle f. Alors, si dans ma fonction f, j'utilise à l'intérieur quelque part le mot-clé this, c'est quoi ce this? Est-ce que c'est le panier? Est-ce que c'est... Et donc ici, le this, si je dois l'utiliser, je dois définir, je peux le faire en passant un paramètre ici, virgule, et dire c'est quoi le this. Donc je peux mettre ici, si je veux, panier. Mais de toute façon, ça ne va rien changer au niveau de mon exécution. Je vais avoir toujours la même chose. Parce que moi, ici, je n'utilise pas le mot-clé this. Mais ça peut être un objet, je sais pas moi, box, etc. Mais c'est rare, on va utiliser ce deuxième paramètre. Donc voilà pour for each. Et parmi les méthodes de l'objet array, il y en a plein. Donc on a vu tout à l'heure pop, push. Donc vous pouvez revenir ici pour voir un peu. Le reveal, ça permet d'inverser un tableau. Et donc si je vous dis de me faire un algorithme qui inverse un tableau, a priori, donc vous allez créer un nouveau tableau vide et puis vous allez peut-être utiliser le pop du nouveau tableau, enfin de l'ancien tableau et faire un shift ou un. Donc vous pouvez utiliser les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, push, shift et un shift et pop pour remplir, pour inverser votre tableau. Alors, il y a des méthodes qui sont vraiment très intéressantes. Et l'une des premières, c'est la méthode map. Alors map, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de parcourir votre tableau et pour chacun des éléments de votre tableau, il va appeler une callback encore une fois. Mais le but de ça, c'est de produire un nouveau tableau. Et donc, vous n'allez pas toucher au premier tableau. Vous allez produire un nouveau tableau. Mais la callback, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un traitement sur l'élément courant et reproduire un nouveau résultat. Alors, exemple d'utilisation ici, par exemple, on peut faire un map en parcourant notre tableau ici. Et on va calculer, par exemple, pour déterminer un nouveau tableau dans lequel on va voir le produit de ça fois ça, quantité fois le prix. Donc, on va appeler ça le tableau des sous-totaux. Et donc, si on veut faire ça, donc je vais commenter ça pour le moment. Et nous allons créer donc ici pour map. Alors, donc je fais panier.map. Et là, on doit passer une function. Et bien sûr, cette function, encore une fois, il va avoir E, I, T, le tableau. Donc E, c'est l'élément, I, c'est l'indice, et T, c'est le tableau tout entier. Si vous, dans votre traitement que vous faites ici, vous n'avez pas besoin ni de l'indice, ni du tableau, ben, vous pouvez faire récupérer uniquement l'élément. Et bien sûr, comme on a dit ici, ça va récupérer, donc ici, un nouveau tableau que je vais appeler ST. Et qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur de ma fonction ici? Je vais retourner, pour chaque élément, je vais retourner, donc ici E, chaque E, ça va être un élément, ici, ça va être un objet. Je vais retourner E.prix que multiplie E.qte. Et si je reviens dans ma page ici, je lui dis ST, il va m'afficher ici un nouveau tableau qui contient exactement le même nombre
d'éléments que dans le tableau initial. Mais ici, donc, je vais avoir le produit de la quantité fois le prix. Et donc, map, c'est quelque chose qui est très utilisé donc, en informatique en général. Donc, je fais une transformation d'un tableau pour produire un autre tableau qui a la même dimension que le premier. Alors, si on doit faire ça comme on avait fait tout à l'heure pour for each, pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait cette méthode map, donc je peux faire comme tout à l'heure array.prototype et je vais appeler ça myMap. Et ça doit être une function. Et cette fonction, bien sûr, je lui passe une callback fonction. L'utilisateur qui va utiliser ma fonction, il doit passer une callback. Et donc ici, on avait dit tout à l'heure que ça va retourner un nouveau tableau. Je définis ce tableau et je vais l'appeler result. Et je vais mettre initialement, il est vide, mon tableau. Et après, donc je dois faire une boucle sur tous les éléments du tableau. Et donc on va faire une boucle, je vais la faire comme tout à l'heure en faisant for. On verra après qu'on peut réduire l'écriture. Alors je fais for i égale 0.i doit rester inférieur à this, c'est-à-dire le tableau courant, point length, point virgule i plus plus. Et pour chacun des éléments, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, alors ici, pour chacun des éléments, on va prendre ça c'est pas result, donc c'est result. Je vais prendre le tableau result et je vais ajouter dedans point push, comme on avait vu tout à l'heure, point push. Et je vais pusher quoi? Je vais pusher l'appel, donc CB, la fonction que l'utilisateur m'a envoyée. Et ça, je vais l'appliquer à this de i, virgule i, virgule, ici le tableau, c'est this. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Dans mon tableau ici, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter ce que retourne la fonction que l'utilisateur a créée. Par exemple, ici, quand j'ai utilisé map, j'ai fait return E fois prix. Donc, j'ai utilisé uniquement le premier, ce paramètre. Mais dans tous les cas, moi, au niveau de l'implémentation, je m'en fous de ce que l'utilisateur final, est-ce qu'il va utiliser un seul paramètre ou deux ou trois. Chaque fois, je vais appeler donc sa fonction en envoyant pour le premier paramètre l'élément, le deuxième l'indice et le troisième tout le tableau en entier. Et je mets ça dans mon tableau et à la fin de la boucle, je fais un return result. Je retourne ce tableau. Et donc, ça va être un nouveau tableau qui va être retourné. Donc, si je reviens ici et je fais ici, au lieu de map, je fais my map. Eh bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Il va me dire que my map n'est pas défini parce que la déclaration ici, elle est faite après l'utilisation. Donc, il faudrait que je déclare donc ma nouvelle méthode avant son utilisation. Et donc, alors ici, merci. Alors, ici, il nous a rien fait. Donc, bien sûr, il faudrait dire ST parce qu'on n'a pas. Donc, ST, vous voyez qu'on a toujours le même résultat que tout à l'heure. Donc, ST, voilà. On a exactement le même résultat que tout à l'heure. Donc, quand vous utilisez la nouvelle méthode que je viens de définir ou que vous utilisez la méthode implémentée en natif dans JavaScript, vous allez obtenir toujours le même résultat. Donc, vous avez exactement le même résultat. Donc, de la même manière, donc pour les tableaux, donc là, c'était map. Et alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire encore au niveau de ce tableau? On veut parcourir pour faire des traitements. Par exemple, c'est ce que je viens de faire ici. J'ai calculé le sous-total. Et après le sous-total, donc ici, je vais juste commenter ça.
je vais donc après avoir calculé les sous-totaux, donc ici ça c'est un tableau qui contient les sous-totaux. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de ces sous-totaux. Comment on va faire pour faire la somme de ces sous-totaux? Alors, a priori, donc vous allez dire je vais déclarer une variable totale, je vais l'initialiser à 0, je vais faire une boucle et à chaque tour de boucle je vais ajouter un élément. Eh bien, pour faire ce genre d'opération, on a une méthode qui s'appelle reduce. Et cette méthode reduce, elle va souvent avec map. Et donc la méthode reduce, la voici. Donc ici, cette méthode reduce applique une fonction qui est un accumulateur et qui traite chaque valeur d'une liste de la gauche vers la droite afin de réduire à une seule valeur le résultat final. Donc vous commencez, vous parcourez tout votre tableau et vous faites des traitements sur tous les éléments du tableau pour produire une seule valeur. Alors qu'est-ce qu'on passe donc à reduce? Donc reduce ici, donc il peut admettre un callback ou une callback une valeur initiale. Et donc alors pour la valeur initiale, donc ici c'est une valeur qu'on va utiliser. Donc je vais utiliser la deuxième ici, la deuxième méthode, je vais la faire directement. Et donc ici pour la callback, toujours vous allez avoir, alors ici la callback il est un peu spécial, donc vous allez avoir le premier paramètre c'est l'accumulateur. Le deuxième paramètre, excusez-moi, donc ici, je le fais directement. Donc, je sais le faire directement et donc je le fais directement. Donc ici, je vais prendre mon tableau ST et je vais appeler reduce. Et donc ici, comme j'avais dit, donc reduce, elle a besoin ici d'une callback ici, et deuxièmement d'une valeur initiale. Alors, la callback que vous passez ici, cette callback, je vais la définir à l'extérieur, mais on peut la définir à l'intérieur. Donc ici, ma callback, je vais l'appeler, comme je l'ai appelé CP. Il va avoir deux paramètres, ce qu'on appelle l'accumulateur et l'élément courant. Et donc ici, cette callback, donc ici, alors, je disais, donc la callback, ici que je passe, elle a deux paramètres, l'accumulateur et l'élément courant. La valeur de l'accumulateur par défaut, ça va être la valeur que vous passez en deuxième paramètre à reduce. Et donc ici, initialement, pour le premier élément de notre tableau ici, la valeur, ça va être 0. C'est pas pour ce tableau, mais donc là, je l'applique à ST. Et donc pour le premier élément, c'est l'élément qu'on a vu ici. L'élément qu'on a vu ici, ST. Pour le premier élément, la valeur, ça va être 0. Et le premier élément, E, ça va être celui-ci. Donc si je reviens ici, sur mon code. Donc ici, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce que va faire cette fonction? Elle doit retourner ici quelle est la valeur prochaine de l'accumulateur. Et donc l'accumulateur, il va changer. Initialement, il va prendre la valeur 0 pour le premier élément. Pour le deuxième élément, ça va être donc ici sa valeur qu'il avait. Et je vais ajouter la valeur de E. Et donc chaque fois, la valeur de l'accumulateur, je vais la réinjecter au niveau de ma fonction. Et au total ici, finalement ici, donc je vais récupérer le total égal à ça. Et donc, je ne sais pas si vous avez compris ici, là, parce que j'utilise le paramètre et je retourne donc cette valeur. Et la valeur que je retourne ici, ça va être la nouvelle valeur de l'accumulateur. Et ça va aller, autrement dit, je prends donc le résultat que j'ai ici, le résultat de mon tableau, c'est-à-dire le résultat que j'ai là, ST. Et je vais prendre ça, 0 plus ça donne ça. Et je vais envoyer ça dans l'accumulateur. La deuxième opération, je prends ce qui est dans l'accumulateur, je fais plus ça et je l'envoie. Et je vais l'avoir ici, etc. Et à la fin, je vais avoir le total. Et donc ici, si je lui dis total, eh bien, il m'affiche le total. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, donc on peut modifier les valeurs. Donc ici, je vais juste, donc c'était 4000, donc ça va être un nombre beaucoup plus grand.
Et donc ici, total. Voilà, donc c'était 4000, là c'est 5696. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu de la méthode Reduce. Reduce, il est très souvent combiné avec map. Et donc très souvent, on va écrire panier.map, etc. ici, .reduce directement. Mais je vais faire un point d'arrêt sur les fonctions ici. Nous sommes en train d'utiliser les fonctions function. Et c'est un peu déroutant. Moi, j'aimerais bien écrire ça comme ça. Et donc ici, écrire ça comme ça, c'est utiliser la notation ECMAScript 6. Et je vais, enfin, les nouvelles fonctions, on appelle ça les arrow functions. Et donc ici, je fais point prix que multiplie e.qtl. Et ça donne exactement la même chose, mais c'est plus réduit. Et encore, donc je vais réduire encore plus. Donc je vais, parce que moi j'ai pas besoin du saut total, donc je vais calculer directement le total. Et donc ici la callback que j'ai définie ici. Donc alors je peux écrire dans mon code, je fais ici ça. Et là je fais point reduce. Je continue, je chaîne sur le tableau qui va être retourné par map. Et là je vais avoir deux paramètres accumulateur, virgule l'élément courant. Et je mets la flèche. Et là, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner accumulateur égale plus égale exactement comme on a fait ici. Plus égale, et là c'est plus égale E, tout simplement. Et le deuxième paramètre de ma fonction ici reduce, c'est 0. Et je supprime tout ça. Enfin, je ne vais pas le supprimer, je vais juste le commenter. Et donc voilà l'écriture de la fonction, de notre fonction. Enfin, quand on va utiliser des méthodes comme map, reduce, la plupart des méthodes de l'objet array, ils utilisent on leur passe comme paramètre des fonctions. Et la syntaxe, cette syntaxe est beaucoup plus agréable et on voit très bien qu'il est plus succinct. Alors donc si je teste ici et je vais au niveau de mon browser, et je vérifie ici pour le total, et bien on va voir exactement le résultat qu'on avait tout à l'heure, ça marche toujours. Maintenant les arrow functions. Les arrow functions, pour les comprendre très rapidement, donc pour déclarer une fonction, vous lui donnez un nom, par exemple ici f égale, et là je commence la déclaration, là c'est juste le nom de la fonction. Je lui affecte une fonction, et donc ici par exemple, je vais avoir x virgule y, et je vais faire la somme de x plus y, et là je fais x plus y. Là j'ai défini ma fonction, donc la fonction s'appelle f, il a comme paramètre x et y, et ça c'est le corps de la fonction, et ça fait exactement return x plus y de manière implicite. J'ai même pas besoin d'utiliser le mot-clé return, j'ai même pas besoin d'utiliser les accolades. De toute façon, si vous utilisez les accolades ici, vous pouvez le faire si vous voulez, mais CTRL Z, si vous le faites, vous allez être obligé d'utiliser le mot-clé return. Donc si on met pas, si vous avez une seule instruction, ça va retourner cette valeur de manière automatique. Et donc maintenant, là c'est la déclaration. Si j'appelle maintenant ma fonction, je fais f de 3 et 8, donc ça va me faire la somme, c'est 13. Maintenant, si je déclare une autre fonction, var g égale, qui admet uniquement un paramètre et qui retourne ce paramètre. Donc, alors, ce paramètre, c'est le même paramètre, z, ce même paramètre. Donc, ça, c'est la fonction identité. Elle va retourner ce que vous lui faites entrer. Donc, j'entre 5, ça va me retourner 5. Et donc, si je fais ici, la fonction s'appelle g. Si je fais g tout court, bien sûr, j'ai rien entré ici, donc ça veut dire c'est indefinite, ça va me retourner indefinite. Si j'entre 7, ça va me retourner 7, etc. Donc ça, c'est vraiment la fonction minimaliste. Si je reprends ma fonction g et je mets ici une valeur, ça va toujours g, va me retourner la fonction 0, et donc on pourrait appeler ça la fonction nulle. Vous lui entrez n'importe quelle valeur, et va vous retourner toujours 0. Et donc ici, si vous avez un seul paramètre, vous pouvez ne pas mettre les parenthèses. Mais si vous avez plus d'un paramètre, il faut absolument mettre les parenthèses.
Mais des fois, vous pouvez avoir une fonction qui n'a pas de paramètres. Et donc, on pourrait appeler ça une fonction nulle. Mais si vous n'avez pas de paramètres, il faut absolument mettre les parenthèses. Et donc, je vous rappelle ici égal supérieur, c'est ce qui permet de séparer entre les paramètres et le corps de la fonction. Alors, bien sûr, ma fonction, et donc je peux écrire là return 0. Mais c'est bête, si vous avez une seule instruction, vous mettez directement 0. Mais des fois, on peut avoir à faire des tests, faire des traitements, et après, on retourne la valeur. Et à ce moment-là, donc on peut toujours utiliser les arrow functions, mais il faut absolument, donc si vous avez plus d'une instruction, il faut à la fois donc mettre les accolades, et deuxièmement, si votre fonction retourne quelque chose, il faut explicitement dire qu'est-ce qu'elle retourne avec le mot-clé return. Donc voilà cette parenthèse pour les arrow functions. Donc les arrow functions, ils ont leur mérite dans d'autres situations. Donc si on prend notre code ici, donc on peut par exemple ici pour each que j'avais défini tout à l'heure, au lieu d'écrire ici ça comme ça, donc on pourrait dire ici, là je fais une boucle sur quoi? Je fais une boucle sur l'objet, sur le tableau, donc c'est 10. Et donc ici je peux utiliser for each puisque je fais une boucle. Et qu'est-ce que je fais pour chacun des éléments? Ici, donc ici pour chacun des éléments, CTRL C. Donc il faudrait que je mette les paramètres. Donc les paramètres c'est élément i virgule et le tableau. Et ici je fais ça et je colle. Et là ici c'est pas la peine de mettre ici. J'appelle ça pour l'élément, pour i et là pour t. Je suis en train de, alors, je suis en train de faire quelque chose. Là, je définis each qui fait for each. Donc, c'était pas ici où je voulais faire ça. C'est plutôt dans map. Donc, ça, je touche pas. C'est dans map. Donc, c'est ça, je recommande. Tac. Et map, c'est où map? C'est dans ma my map ici. Donc, je décommande. C'est ici. Donc, ici. Donc, je fais une boucle. Et pour chacun des éléments, ici, je vais faire mon tableau ici qui est result, point push, et point push quoi? Point push, ce que j'appelle, et donc ici, tout ça va être supprimé, et ça va rendre mon code beaucoup plus lisible. Donc, je déclare un tableau, je parcours ce tableau, et pour chacun des éléments de ce tableau, j'appelle la fonction, pour chacun de ces tableaux, j'ajoute le traitement qui est fourni par l'utilisateur sur l'élément dans le nouveau tableau. C'est ça le truc. Et donc, si je réessaye my map, je peux le réessayer ici. My map. Et donc, on va voir toujours le total qui doit être pareil. Donc, si je lui dis total, c'est pareil. Donc, et là, j'utilise pas la fonction map qui est fournie, mais j'utilise mymap. Donc, je ferme la parenthèse ici. Alors, CTRL S. Donc, ici, c'était un peu pour l'utilisation des arrow functions. Ça rend l'écriture, donc on le voit très bien, plus lisible. Et ça nous permet d'écrire des choses beaucoup plus agréables. Et voilà, et plutôt, et souvent de chaîner, de faire des trucs comme ça quand un tableau, son traitement retourne à un autre tableau. Donc on peut directement chaîner sur le nouveau tableau et donc on continue .map, .reduce, etc. Alors, bien sûr, reduce, en général, ça va être la fin parce que reduce, ça ne retourne plus un tableau. Ça va retourner, dans notre cas ici, un nombre. Mais donc si vous voulez voir, donc j'en ai d'autres vidéos sur ces méthodes. Et par exemple, le reduce, ça peut vous retourner un tableau. Mais dans ce cas-là, donc la valeur initiale, ça va être un tableau comme ça. Et donc ce tableau, à chaque fois, donc votre accumulateur initialement, c'est un tableau comme ça. Et chaque traitement que vous faites, vous allez ajouter des choses dans ce tableau. Donc si vous voulez voir ça, donc allez voir, chercher. Allez chercher donc tarif
YouTube, et puis array.reduce. Donc ça, vous allez avoir plus sur cette méthode reduce. Alors, parmi les autres méthodes intéressantes de array, de l'objet array, par exemple, et aussi qui sont très utilisées, c'est la méthode filter. Vous avez un tableau, vous voulez le filtrer pour éliminer des éléments qui ne correspondent pas à un critère. Donc, j'ai dans mon l'entrée un tableau, et à la sortie, je vais avoir un autre tableau. La plupart du temps, le tableau résultat va être réduit. Et donc, réduit, c'est-à-dire le nombre d'éléments va être plus petit. Et si on prend l'exemple ici de notre tableau, on peut filtrer, par exemple, toutes les entrées du panier qui ont je sais pas moi, une quantité supérieure à 10. Et donc ici, on voit très bien que nous n'avons que 2. Et donc pour ça, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser filter. Et donc mon tableau, c'est panier, point filter. Et encore une fois, on doit passer une callback. Et donc je vais filtrer quoi? Je vais filtrer les éléments. Et donc chaque tour de boucle E, ça va être l'élément. Et donc alors ici, soit votre fonction ici que vous êtes en train de définir, il faut retourner, votre fonction doit retourner soit true si vous voulez garder cet élément, soit false si vous ne voulez pas qu'il soit dans le résultat. Et donc je veux que uniquement les éléments ayant une QTE supérieure à 10 et qui soient acceptés. Et donc ici, ça c'est une expression booléenne. Si E.QTE est supérieur à 10, ça va être true. Si cette condition n'est pas vraie, ça va retourner false. Et donc ici dans le résultat, donc var filtred égale à ça. Si je vais vers filtred, nous allons voir que nous aurons uniquement 2 éléments dans le tableau. Donc filtred. Et donc vous voyez que nous n'avons que des éléments dans le tableau et tous les éléments ont une quantité supérieure à 10. Et bien pareil aussi, donc ici on peut implémenter la fonction, la méthode filtred. Si vous avez compris, à l'intérieur, donc on va faire une boucle et on va créer comme on a fait pour, c'était quoi, pour quelle fonction? On a fait ça pour map, ici. Donc on va créer un tableau vide et on va parcourir tous les éléments. Mais ici, au lieu de faire push comme ça tout bêtement, on va faire un test sur CP, if, donc je le fais rapidement pour voir que si vous avez compris le principe, ça doit être, donc je fais une copie et CTRL Z. Et donc ici, myFilter, je vais appeler ça myFilter, filter. Et bien sûr, je dois décommenter tout ça. Et donc myFilter, il admet une callback. Et donc je parcours tous les éléments. Et donc ici, le test que je dois faire, si ça est vrai, CTRL X, ça c'est la condition de l'utilisateur. Alors si ça est vrai, donc je fais ça. Et donc je fais un et là je vais pusher quoi? Je vais pusher l'élément. Alors je ne sais pas si vous voyez l'expression que je mets ici. Donc ici c'est une expression logique. Cette expression logique, donc ici, si cette expression est vraie. Si cette expression est vraie, c'est uniquement dans cette situation que cette deuxième instruction va être exécutée. Si cette expression n'est pas vraie, eh bien la deuxième ne sera pas exécutée. Et moi, qu'est-ce que je veux dans tout ça? Je veux ajouter les éléments qui correspondent à mon critère dans le tableau résulte et je renvoie mon tableau résulte. Tout à l'heure, on avait essayé ça. Alors, c'était où? C'était ça. Donc, je prends cette ligne et je la mets juste après la déclaration ici. Et au lieu de filter, je vais appeler ici myFilter. Et je teste. Donc ici, c'était filtred. Et donc, on voit très bien que ma méthode, elle fonctionne toujours. Donc, voilà pour les tableaux. Alors, il y en a d'autres méthodes.
Et donc, vous pouvez tenter de voir comment ils fonctionnent, de les filtrer. Par exemple, je sais pas moi, find. Find, ça permet de chercher un élément dans un tableau. Et s'il le trouve, le premier élément trouvé, il va vous le renvoyer comme résultat. Donc, c'est quelque chose de très facile. Et donc, en général, vous envoyez ici et vous faites un test. Enfin, donc vous utilisez une fonction ECMAScript arrow function. Et là, l'élément, ici, la condition, c'est élément est supérieur à 10. Et donc, ça va trouver 12 et ça va vous renvoyer 12. C'est le premier élément qui correspond aux critères qu'on a définis ici. Et c'est quelque chose de... Et donc, ça, c'est... On peut vérifier, par exemple, every, par exemple. Ça permet de vérifier si tous les éléments satisfont un critère donné. Et ça ne va vous retourner true que si tous les éléments satisfont le critère. Par exemple, le genre de type de question, imaginez vous avez un tableau d'utilisateurs et je veux vérifier que tous les utilisateurs ont un âge supérieur à 18 ans. C'est une condition pour que je puisse commencer mon cours, par exemple. Et donc, je peux faire un traitement comme ça, etc. Donc, il y a beaucoup de fonctions. Les tableaux, c'est quelque chose qui est récurrent. Et donc, voilà, je ferme la parenthèse sur les tableaux. Et la partie suivante, ça va concerner les objets.